Bonjour, Pierre Bossery, donc vous l'avez vu, je travaille à l'agence de l'eau, établissement public de l'État français. Avec plaisir, je vais essayer d'animer bien avec le réalisateur en fait cet échange avec vous, parce que l'idée c'est d'échanger avec vous. Vous avez vu. D'abord, moi je tiens à te remercier parce qu'en fait, je trouve que c'est vraiment que j'avais pas revu ça, quoi, et je trouve que notamment le premier épisode, il resitue bien en fait l'enjeu de l'époque qui était de ne pas tomber malade, parce que l'assainissement finalement ça sert à ça initialement, c'est pour éviter de ne pas tomber malade. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, en fait, ça le documentaire n'en parle pas, je me permets de dire deux mots. D'où vient l'assainissement, en fait? Ça vient des Romains, en fait. Ouais, on dit souvent nos ancêtres les Gaulois, mais pour le coup, c'est les Romains qui ont été plus malins que les Gaulois, parce qu'en fait, les Romains ont été les premiers de comprendre que finalement, pour rester en bonne santé, il fallait évacuer les eaux usées, en fait. Et les premiers canaux, premiers réseaux d'assainissement, en fait, qui ont évacué les eaux usées loin de l'endroit dont on habitait, en fait, c'était les camps de légionnaires romains, en fait. Simplement pour éviter que les légionnaires soient malades, en fait. Et donc l'assainissement a commencé par, en fait, la protection des soldats romains, comme quoi, vous voyez que 2000 ans après, on se préoccupe maintenant de la question de l'environnement. Donc là, moi j'ai bien aimé en fait ça, parce que souvent on dit, ouais, mais de toute façon, l'environnement, les stations d'épuration, c'est pour l'écologie, etc. Non, les stations d'épuration, c'est pour notre santé. Et oui, pardon, excuse-moi. Je ne voulais pas prendre la lumière. Et donc du coup, en tout cas, voilà. En tout cas, heureusement, on ne tombe plus malade en fait. Je ne sais pas si vous avez été malade à cause de l'assainissement, mais c'est plus le cas. Donc on peut dire bravo à l'assainissement. On a fait des efforts, sauf que quelques années plus tard, on a d'autres préoccupations, et notamment des préoccupations vis-à-vis du milieu marin et de l'écologie. Et donc du coup, ça repose d'autres questions que vous allez maintenant volontiers me formuler pour qu'on puisse lancer le débat. Donc vous avez la parole. Première question étant toujours... Ah, merci. J'arrive. Prends le micro là. Première question est toujours la plus difficile, donc merci de la poser. Oui, bonjour, merci. Bah, écoutez, c'est quelques minutes de film. En plus, il y a mon maître Nardo Wiesens qui apparaît. C'est un constat d'échec, quoi. Moi, je vois Nardo régulièrement sur les Ambiers. Je fais partie aussi du centre océanographique Paul Ricard. C'est un constat d'échec. Je veux dire, c'est de voir qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, alors on va voir le documentaire d'après où il y a plus d'espoir quand même avec ce qui s'est passé à Toulon, mais là, au niveau de Marseille, je veux dire, c'est vraiment un souci. Combien de fois on a dit qu'il faut arrêter de se baigner, etc. Je suis journaliste, je veux dire, donc je suis un peu toutes ces affaires-là au niveau d'un certain nombre de supports. Voilà. Merci. Merci à vous. Donc, vous estimez en fait que le fait d'avoir amélioré l'assainissement d'Acantus, c'est un échec? On en est. D'accord. Comment est-ce que tu as vécu ça, toi? Parce que peut-être on va peut-être répondre. Est-ce que tu as précisé à juste titre que l'idée c'était de ne pas prendre position, de prendre recul par rapport à ça, mais forcément pour avoir travaillé sur le sujet, tu t'es forcément forgé une analyse, une doctrine que tu peux peut-être partager avec nous. À titre personnel, vu que je me suis plongé un peu comme un archéologue qui va enlever strate après strate du terrain pour retrouver des archives et remonter le temps, c'est vrai que les choses en fait prennent énormément de temps. Et en tant que réalisateur, j'ai trouvé que certains discours tirés des archives, pour certaines qui datent des années 70-80, certains éléments sont encore valables aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, le fait qu'on a tendance, et ça, je jette la pierre à personne, c'est assez peut-être normal, que de moins se soucier d'une pollution qu'on ne voit pas, parce que l'eau est claire. Donc il y a des... Je ne serais pas aussi catégorique de dire tout, on est à 100% bien ou à 100% mal, quoi. Il y a certains sujets sur lesquels on avance, mais c'est vrai que globalement, ça prend du temps. En réalisant cette série documentaire, mon idée, peut-être un peu naïve, c'est de livrer une analyse un peu prédigérée, mais pas trop digérée pour que le citoyen s'en empare et ensuite fasse pression pour faire avancer les choses. Donc pour moi, je suis un peu en demi-teinte. Moi, c'est pas un échec total, c'est pas une réussite totale non plus. C'est un sujet qui a évolué et qui a un avenir.
Et pour qu'il ait un avenir, il faut qu'on se penche concrètement dessus. Quoi. Merci. Oui, monsieur. On connaît les polluants éternels et on sait qu'un certain nombre se bioaccumulent depuis pas mal de dizaines d'années. Hein. Donc on sait aussi qu'il y a des impacts sur la santé publique, mais que ces impacts au niveau des individus ne se manifestent pas le lendemain de l'absorption, mais des fois aussi plusieurs décennies plus tard. Donc voilà, il faut en tenir compte. Est-ce qu'on en tient compte? Je ne sais pas. On prend une série de réactions, puis après on va essayer de répondre. Bonsoir, Alexis Valois. Je voudrais savoir si vous avez plongé au pied de l'émissaire de Cortio, si vous avez fait des images, des prélèvements également, et si des prélèvements sont faits régulièrement pour savoir justement l'impact. Merci. On va peut-être... Oui, une autre question, puis après on va essayer de apporter mon réponse. Madame? Oui, je me suis demandé tout bêtement, en regardant le reportage, comment se fait-il qu'en Namibie, on y arrive et en France, ce soit trop cher et on n'y arrive pas. Merci, je vous propose... Oui, mademoiselle. Ça vous a pris combien de temps à faire le film? Je vais répondre à la dernière, à 2 questions sur les 4. Parce que les autres, je pense que Pierre a une vision plus complète que moi. Alors, moi personnellement, j'ai pas plongé à Cortiou. Même j'aurais bien aimé, mais j'ai trouvé personne pour m'accompagner, bizarrement. Et les images, il y avait déjà des images déjà tournées. Mais par contre, il y a mon collègue Mathieu dans la salle, que vous avez vu au début du premier épisode, qui je pense y a plongé, il pourra peut-être témoigner. Je vais dire 2 mots, à quoi ça ressemble. Oui, c'est juste pour témoigner. Donc les agents du parc sont amenés à plonger régulièrement sur ce site. Il faut savoir qu'il y a eu un programme d'installation de récifs artificiels au droit de l'émissaire. Moi, je peux simplement témoigner du fait que la situation s'est améliorée, puisque au droit de l'émissaire, la couche d'eau en surface est turbide sur les premiers mètres et s'éclaircit très nettement dès lors qu'on s'enfonce dans l'eau. Et au fond de l'eau, je n'ai pas pu constater plus de débris de plastique que ça. En fait, tout est bien fixé par le traitement en amont. Merci. Attendez, juste monsieur qui disait que ça allait de pire en pire, quand même, objectif initial, c'est d'éviter les maladies à Marseille. Ben, ça marche, quoi. Donc ça, on ne peut pas dire que c'est un échec, quoi. Après, effectivement, les préoccupations environnementales, elles sont mises dans un second temps. Donc c'est sans doute là qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais effectivement, les suivis, en fait, ce qu'on appelle les suivis écologiques des rejets urbains, hein, c'est obligatoire depuis les années 90-91. C'est un programme que l'agence a poussé fortement auprès des services de l'État, puisque jusqu'à présent, on n'avait pas d'éléments factuels pour apprécier si effectivement on avait une amélioration de la qualité du milieu. Alors, pas la qualité du milieu, il faut penser l'eau, mais aussi les espèces qui vivent à l'intérieur. Hein, donc, on n'avait pas d'éléments factuels pour voir si effectivement ça allait mieux ou ça allait pas mieux. En fait, aujourd'hui, de manière très factuelle, hein, depuis les mises en place de ce qu'on appelle les deuxième étage des stations d'épuration, c'est-à-dire des stations d'épuration modernes, en tout cas en droit réglementaire, on a un certain nombre d'indicateurs qui montrent qu'effectivement la nature va mieux. Mais en même temps, la nature, au droit d'un rejet urbain, c'est pas j'allais dire le parc national de Porquerolles, mais on est une zone impactée en fait. Hein. Ah, donc ça, il faut quand même... C'est comme si vous voulez retrouver les équivalents d'un parc national à l'intérieur d'une zone portuaire. C'est pas possible en fait, hein, c'est une zone portuaire en fait. Hein. Et une zone de rejet, c'est une zone de rejet. Alors ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, et d'ailleurs les travaux qui sont faits pour améliorer la situation et toujours faire en sorte que ça aille mieux, mais pour autant c'est une zone à rejet en fait. Voilà. Donc ça c'est un point qui me paraît aussi important de voter, parce qu'en fait c'est pas la zone de rejet du parc des Calanques ou de la ville de Marseille, c'est notre zone de rejet à nous tous. La seule solution qui serait idéale pour le milieu naturel, c'est d'arrêter de rejeter. Donc si vous êtes tous d'accord pour faire un trou dans votre jardin et cumuler toutes vos eaux usées, on a la solution en fait au rejet de Cortio. Hein. Mais je ne suis pas sûr que vous soyez tous d'accord pour faire ça par ailleurs. Tu avais une question?
on a voulu mettre les déchets vers le bas. Le bas de quoi? Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un tuyau qui veut aller de Marseille jusqu'à les calanques de... J'ai oublié le nom. De Cortiou. Voilà, oui, de Cortiou. Et en fait, vous avez dit dans le film que ça allait vers le bas et que en haut ça était tout clair, mais qu'en bas c'était plein de saleté. Mais pourquoi ils ont fait ce système-là? Parce que l'eau qui est dans les maisons, pour qu'elle puisse descendre à la mer, il faut qu'il y ait une pente en fait. Tu vois, il faut que ça descende en fait. Si tu mets un tuyau qui monte, l'eau va rester dans la maison. Donc pour que l'eau en fait elle quitte, quand tu prends ta douche, d'accord, quand tu prends ta douche, après tu tires pour évacuer l'eau. Donc là, il y a toute une pente, si tu veux, et le système qui pousse en fait l'eau au point le plus bas. Si jamais tu devais remonter l'eau, c'est impossible. Donc c'est pour ça qu'en fait, on part toujours d'un point haut vers un point bas. En fait. Et le point le plus bas qu'on connaisse à Terre, c'est le niveau de la mer. Voilà, donc je crois que je n'étais pas convaincu, mais je ferai mieux la prochaine fois. Et c'est vrai que, ouais, comme explique Pierre, il fallait faire un tunnel en pente pour que l'eau, comme les rivières dans les montagnes, elle coule du haut des montagnes vers le bas des montagnes, mais c'est le même principe, pour qu'elle puisse s'écouler loin. Et donc pour répondre à ta question, le projet a duré 3 ans. Et moi, quand j'ai fait le film, j'étais salarié du parc national des Calanques. Je suis arrivé en septembre 2018 et ça a mis 3 ans à fouiller les archives, explorer les archives des rapports techniques écrits par l'Ifremer. C'est un organisme qui travaille sur la mer, étudier l'histoire, la géographie, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont expliquées entre le premier et le dernier épisode qui contribuent toutes à la situation actuelle, aux problèmes qu'on a. Des fois, on a des débordements, tout ça. Donc en fait, pour comprendre totalement, enfin le plus exhaustivement possible, toute la situation, il faut aller parler avec des géographes qui vont expliquer pourquoi on a des inondations au printemps, à l'automne, des historiens qu'on a pu voir qui expliquent un peu les différentes étapes. On va parler à tout un tas de personnes qui travaillent dans des disciplines différentes et qui vont permettre à la fin d'avoir une idée un peu complète. Une fois qu'on a fait tout cet état des lieux, qu'on a tout mis à plat, il faut synthétiser, parce qu'il faut raconter l'histoire. On ne peut pas raconter l'histoire, faire un film qui dure 20 heures, quoi. Et on aurait largement eu de quoi faire 20 heures de film. Du coup, il faut se casser un peu la nénette pour essayer de raconter une histoire et aller prendre les informations graduellement. Et donc, entre l'écriture, enfin la documentation, l'écriture, aller tourner le film, monter, tout ça, ça a pris 3 ans. Sur la question pourquoi en Afrique ils ont des superstations et puis nous on est des nuls, on a des mauvaises stations. Alors déjà, je ne la connais pas cette station de 300 000 habitants, mais Marseille c'est pas 300 000 habitants, c'est 3 fois plus, même un peu plus en saison estivale. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a aucun pays au monde, en zone littorale, sur des agglomérations de plus d'1 million d'habitants, on traite 100% de la pollution, ça n'existe pas en fait. Donc c'est toute la difficulté qu'il y a entre un discours qui consiste à dire mais oui on a les solutions, machin, etc. et vous avez pu le mettre en place. Il y a un point sur lequel aussi il faut être conscient, c'est la dimension économique des choses en fait. Donc le système en France, il est basé sur ce qu'on appelle la facture d'eau, c'est-à-dire qu'on paye tous une facture d'eau, et dans notre facture d'eau, on a une partie qui concerne en fait le coût d'amener de l'eau potable à la maison et le coût d'évacuer et de traiter les eaux sales. Donc voilà, c'est à peu près, c'est en gros 30 à 40% de la facture. Voilà. Donc si on veut passer, imaginons en fait qu'on ait la solution technique, mais on l'a pas. Imaginons qu'on ait une solution technique, on va épurer 100% des eaux. Cette facture d'eau, elle augmenterait de 500, 600, 700% en dehors de l'investissement, c'est-à-dire du mise à niveau de la station d'épuration. Ça veut dire que collectivement là, est-ce qu'on est tous d'accord, c'est une vraie question, hein, moi j'ai pas de réponse, de payer 7 à 8 fois plus notre facture d'eau pour arriver à 0 pollution au bord de mer. Moi, je voulais dire qu'ils travaillent sur le même barrage, je dis bah oui, mais est-ce qu'on est tous d'accord pour ça? Est-ce qu'économiquement, c'est quelque chose qui est viable aussi?
C'est une vraie question de fond. Donc en fait, la question de l'assainissement, c'est pas la question de ceux qui gèrent la station d'épuration ou ceux qui gèrent le parc national, ça nous concerne tous et c'est nos choix à nous, c'est nos choix collectifs en fait. C'est pour ça que vous avez des représentants de l'agglomération de Marseille qui est en charge de l'assainissement, qui évoquent ça, etc. Mais voilà, c'est facile de dire, il n'y a qu'à mettre des solutions qui existent par ailleurs, tout ça va bien, machin, etc. C'est un peu plus compliqué. Juste sur la question de l'émissaire, je ne sais pas si tu avais creusé la question de l'émissaire en fait à Marseille. Oui, bon, moi j'ai mon avis sur la question. Pourquoi la question c'était pourquoi on a des tuyaux la plupart du temps qui emmènent la pollution loin. Ouais. Moi, mon avis personnel, mais ça n'engage que moi, c'est que ça passe mieux quand on cache les choses aux gens. C'est-à-dire que prendre la pollution et l'amener en profondeur, on la traite pas en fait, c'est juste qu'elle est... Personne pose de questions en fait, si on... c'est ma vision des choses. Alors, il y a une autre vision technique, c'est dire que de toute façon, si on veut faire un émissaire à Cortiou, d'abord il faut en faire deux. Il faut faire le rejet de la station d'épuration, de l'autre côté, il y a le rejet de l'Uvonne en fait. Hein. Vous savez, le petit cours d'eau là qui traverse au bagne. Hein. C'est lui d'ailleurs qui amène des déchets en fait. Hein. C'est pas la station d'épuration. La station d'épuration, ça ne rejette pas des déchets en mer. Hein. Ça les bloque au contraire. C'est la première fonction de la station d'épuration, c'est le dégrillage, d'arrêter tout ce qui est déchets, etc. pour que ça évite de partir en mer. Les déchets qui arrivent dans les calanques, par ces émissaires, c'est l'Uvonne. Et d'ailleurs, l'Uvonne, aujourd'hui, est équipé, teste des solutions pour freiner les déchets à l'intérieur de l'Uvonne. Quand le sujet de l'émissaire a été évoqué, donc il a été étudié. En fait, à l'époque, il y avait une seule usine au monde qui était capable de faire des tuyaux suffisamment gros et de suffisamment grande dimension, parce qu'il fallait passer au-delà des îles, hein, pas rester entre les îles, quoi. Elle est en Norvège. Et c'est une petite île où, en fait, au même temps qu'ils construisent le tuyau, ils le mettent sur barge. Donc vous imaginez en Norvège, on construit 2 tuyaux de plus de 600 mètres, on les fait traverser, on les passe par Gibraltar, machin, etc., on les amène à Cortiou. Pour pouvoir les poser, il faut qu'on enlève aussi une zone qui remonte, qui est ce qu'on appelle le plateau des chèvres, sur lequel il y a une espèce qui est protégée, qui s'appelle la Posidonie, qu'on ne peut pas toucher. Et nonobstant, si on fait tout ça, il faut un budget, il fallait à l'époque un budget entre 500 et 600 millions d'euros pour faire l'opération. Station d'épuration, 80 millions d'euros, bassin de droit, 100 millions d'euros, émissaire, 500 millions d'euros. Les acteurs en charge des choix économiques à la métropole ont décidé que ce n'était pas acceptable d'un point de vue sociétal et ça n'a pas été fait. Voilà. Donc c'est pas une volonté, c'est pas un truc qui a été évacué comme ça, c'est-à-dire que derrière il y a aussi une logique économique hein, qui existe, hein, qui nous concerne tous, qu'il ne faut pas ignorer, quoi, qui fait partie des éléments de choix en fait quand on travaille sur la dimension environnementale ou écologique des choses. Je crois qu'on arrive au bout, c'est ça? Je vais te laisser conclure, si tu veux bien. Oui, ben, merci d'être venu. Sachez que ce film est sorti en 2021 et c'est la première fois je crois qu'il y a une projection publique. Donc moi, je suis très heureux même de retrouver certains participants au documentaire comme Mathieu, comme Pierre. On se disait tout à l'heure que bien que le film ait déjà 3 ans, le sujet qu'il traite est toujours d'actualité, donc il est encore pertinent aujourd'hui. Et vous avez vu le premier et le dernier épisode. Or, entre les deux, il y a énormément de choses, parce que quand on tire le fil de l'épuration des eaux usées à Cortiou, dans le bassin marseillais et le rejet à Cortiou, on tire le fil et on arrive, il y a plein d'autres fils qui viennent, qui concernent notre façon d'exister, notre façon de vivre, de consommer dans le territoire, notre façon d'occuper le territoire en artificialisant les sols et tout ça. Bref, il y a énormément de sujets auxquels renvoie le sujet de Cortiou et qui sont quand même vachement intéressants à comprendre pour mieux peut-être appréhender notre existence de Provençaux, de Marseillais. Donc je vous invite à aller voir, si ça vous intéresse, l'intégralité des épisodes plus des contenus additionnels sont disponibles sur un site édité par le Parc National des Calanques qui s'appelle Panorama. Pour le trouver, c'est pas compliqué. Vous avez vu le titre du documentaire. Il suffit de taper dans Google « Au bout du tuyau, la mer » et vous tomberez sur le site Panorama édité par le Parc National des Calanques avec tout ce qui peut vous intéresser, des renvois, des images d'archives. Il y a beaucoup d'images d'archives. Un épisode en particulier qui est monté uniquement avec des images d'archives. Voilà, il y a des petits partis pris artistiques qui viennent agrémenter chaque épisode. Et si vous avez d'autres questions, on reste un peu dans le coin après. On se fera un plaisir de discuter avec vous. Merci en tout cas.